Connected Mate. Ça fait des mois qu'on nous parle d'intelligence artificielle. On ne nous parle que de ça. Et pourtant, il y a pas mal d'autres tendances. Aujourd'hui, avec Alex, on va se plonger dans une tendance qui va tous vous concerner. Alex, on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de la XR. Ce fameux thème, c'est... En fait, on en parle un petit peu, on en entend un petit parler, on voit des posts sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. Mais la XR, grosso modo, c'est quoi ? C'est le Vision Pro. Ah non, commençons pas. Non. La XR, certains l'appellent aussi la réalité mixte. Vous savez, on a parlé beaucoup de réalité augmentée, de réalité virtuelle, finalement de la réalité entre les deux. Alors c'est vrai que tu nous parles toujours de ton Apple Vision Pro parce que t'adores ça, parce que t'es tombé dedans quand t'étais petit. Enfin, le premier jour où il a été vendu en France, t'es sorti d'un Apple Store, je crois que c'était celui de Saint-Germain. Ouais. Voilà, t'es donc premier Vision Pro sorti de l'Apple Store Saint-Germain. Voilà, c'était en juillet, c'est ça, 2024. Juillet, ouais. Non, j'ai eu la chance de le tester directement en février, en fait, quand il est sorti aux US. J'ai eu la chance de pouvoir bosser avec des prestats qu'il avait en France. Mais en fait, je dis directement l'Apple Vision Pro parce que pour moi, c'est le meilleur exemple de à quoi va pouvoir ressembler la XR qualitative. Ouais, donc on va revenir dessus. Ouais, on va rejoindre de toute façon. En plus, il n'y a pas forcément beaucoup de bonne presse sur l'Apple Vision Pro, donc tu nous diras ce que tu en penses aussi. Il y a un petit battage médiatique, hein. C'est vrai que sur le sujet de cette réalité mixte, certains disent que 2025, ça va marquer un tournant technologique pour cette techno qui fusionne le monde physique, le monde numérique, avec peut-être une fluidité jamais atteinte. C'est vrai que tu nous parles du Vision Pro, mais il y en a d'autres, on va en parler d'autres. C'est plutôt utilisé dans une palette assez large, hein. Certains l'utilisent dans les blocs opératoires, d'autres l'utilisent dans des classes aussi, d'écoles, pour des cours. D'autres cas d'usage peut-être ? Bah, il y a pas mal de cas d'usage, mais en vrai, il n'y en a aucun réel, tu vois. C'est des petits POC qu'on voit par-ci, par-là. Il n'y a pas en vrai de vrais usages mis en place, etc. Le plus d'usages qu'on voit avec la XR, grosso modo, c'est Snapchat, hein. Parce qu'en fait, la XR, c'est pas spécialement un casque. C'est ça qu'il faut prendre en compte. La XR, en fait, c'est la réalité étendue. Donc, en fait, tu peux l'avoir à travers ton iPhone, à travers ton iPad ou d'autres devices. Mais sur Snap, en fait, quand vous avez des filtres, par exemple, ils le font très bien avec le Louvre. Et il y a une très belle collaboration Snap et le Louvre à Paris. Et en fait, tu peux filmer l'obélisque, par exemple, sur la place du Louvre. Et directement, il passe en XR, c'est-à-dire qu'il s'anime en 3D. Ça, c'est de la XR, tu vois. Donc, et là, ça, c'est le cas d'usage qui est le plus répandu, hein. C'est comme certaines marques d'avions font ça dans les aéroports. Tu filmes un endroit de l'aéroport et des avions apparaissent. Voilà, t'as plein de cas d'usage comme ça. Mais réellement, aujourd'hui, moi, ce que je veux vraiment qu'on essaie de parler surtout, c'est de la XR quand ça va être dans des lunettes. Quand ça va être sur le bout de notre nez. Ouais, ok, on va attaquer ça, promis, parce que on rêve tous, hein, on a vu les protos, enfin pas les protos d'ailleurs, c'est vendu en grande surface, les méta de Ray-Ban qui sont finalement, c'est de la XR, ça, c'est de la réalité augmentée, tu mets ça dans quoi ? C'est des C'est lunettes rien. connectées. Non, mais ce qui est bien, c'est que on voit que la techno va y arriver, tu vois. Enfin là, quand même, les méta Ray-Ban, ils en ont vendu 2 millions l'année dernière, ils prévoient 10 millions de ventes cette année. Faut pas oublier, c'est juste une paire de lunettes avec une caméra et un microphone, hein, et une petite batterie. Donc ce qui est fort, c'est qu'il n'y a rien encore dans les verres, mais ça leur permet déjà de pouvoir en renflouer les caisses, ce qui est très important, hein, ce sont les investissements nécessaires. Et surtout, ça va commencer à faire adopter le fait d'avoir des caméras sur le bout de son nez, d'avoir des speakers dans ses branches de lunettes. En fait, ça va commencer à faire accepter ce genre de produit. Donc après, la marge, ou quand directement dans les verres, il y aura un écran, il n'y aura pas de sujet. Et ça, c'est assez intéressant. Et de toute façon, on l'a bien vu, hein, pour ceux qui ont eu la chance d'aller au CES, donc déjà pas nous, PPC, mais... le CES cette année, c'était majoritairement que de la paire de lunettes connectées. Je précise, de la paire de lunettes connectées. Parce qu'il n'y a pas encore de marques qui ont réussi à faire mettre vraiment des écrans dans les verres, tu vois. Qui peuvent faire en sorte que c'est comme si tu avais un MetaQuest, un Apple Vision Pro directement dans une paire de lunettes. On va y venir. On l'a bien vu avec Meta et les Orion. Petit rappel, les Meta Orion, grosso modo, c'est comme les Meta Ray-Ban. Donc c'est une paire de lunettes connectées. Sauf qu'en plus, dans les verres, vous avez des écrans qui apparaissent. Et donc là, en fait, vous pouvez contrôler des applications que vous posez, etc. Donc c'est vraiment comme un casque de réalité augmentée et virtuelle, sauf que c'est dans une paire de lunettes. Et ça, c'est très important. Le futur, on va aller là-dessus. Mais voilà, les Orion, c'était vraiment un nom de code pour un projet qui est encore en full dev, quoi. Donc c'était histoire de faire de la com. Et d'ailleurs, il faudrait vraiment qu'on en discute parce que je trouvais ça intéressant que Meta montre un produit aussi R&D. Un de leurs grands événements tech, je pense qu'il y a un sujet de positionnement pour dire « Eh oh, moi aussi, je l'ai fait avant les autres ». Parce que je pense qu'il y en a qui vont sortir avec un produit beaucoup plus finalisé que celui de Meta. On verra ça. Moi, je voudrais quand même juste prendre un tout petit peu de recul. Ouais, tout petit peu de recul. Je voudrais te poser une question. D'après toi, pourquoi la réalité mixte explose-t-elle maintenant et pas il y a 10 ans ? Qu'est-ce qui fait que c'est en train de partir, d'après toi ? Qu'est-ce que tu vois comme élément de réponse là-dessus ? C'est simple. Est-ce que les digital natifs, ils ont grandi et ils ont des sous maintenant ?
C'était pas Mais non, mais réponse. c'est simple, tu prends les Meta Ray-Ban. Donc je reprécise, les Meta Ray-Ban, c'est vraiment une paire de lunettes avec des caméras, des verres normaux, c'est des Meta Wayframer, il me semble, si j'ai bien. Comment elle s'appelle déjà? Wayfarer. Wayfire, bon, j'arrive pas à le dire avec l'accent. Wayfarer. Super, PBC l'a dit. Et en gros, c'est des branches connectées, tu peux écouter du son et tout, et c'est connecté à une application sur ton tel. Ce qui est intéressant, c'est que nous, avec PPC, on a eu les Google Glass il y a longtemps, et en plus, on a eu les Spectacles, les lunettes connectées de Snap. Ça, peut-être, ça va parler à plus de monde. C'est la même chose. Les lunettes connectées de Snap, juste, il n'y avait pas d'espèce d'écouteurs intégrés dedans, mais ça pouvait filmer, c'était à 7 ans. Et moi, quand je compare mes Meta Ray-Ban et mes Spectacles, les lunettes Snapchat, il n'y a pas une grande différence. Sauf que la différence, c'est qu'il y a 7 ans, ceux qui les avaient, soit ils avaient un petit peu de sous, soit ils n'étaient pas assez technophiles. Et maintenant, ceux qui n'avaient pas de sous à l'époque, mais qui étaient technophiles, maintenant ils ont les sous, donc ils peuvent en acheter. Et je pense que ça parle beaucoup à cette catégorie de personnes-là. Et après, il peut aussi avoir le côté de qui met 300, 230 euros ou plus dans une paire de lunettes. Ça peut aussi être les générations plus âgées, mais ils le font parce que les générations plus jeunes disent ouais, c'est super intéressant, etc. Tu peux filmer au bout de ton nez et tout. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est que quand on voit l'usage de ces Meta Ray-Ban, c'est clairement pour faire de la vidéo, c'est pour filmer en fait, c'est pour filmer les vacances et tout. En fait, avant, c'était la GoPro. Le nombre de gens qui avaient des GoPro, alors qu'ils faisaient aucun sport extrême pour filmer les vacances, et ça servait en vrai pas à grand chose. Pourtant, tu lâchais quand même presque 500 euros dans une GoPro. Maintenant, tu vas lâcher. Je peux témoigner, ouais. Tu vois, J'ai équipé de plein de GoPro. Finalement, j'en ai pas fait grand-chose, quoi. C'est sympa au milieu, puis après, ça reste dans un tiroir, globalement. Si on serait sportif de sport extrême, on est au courant, quoi. Je veux dire, à un moment, on a des caméras. Je t'ai pas dit. Non, je n'étais pas au courant. Que fais-tu, PPC, tous les week-ends, hormis faire des podcasts? Mais. Ouais, donc il y a vraiment ce côté-là. Et donc je me dis que voilà, avant on achetait des GoPro parce que c'était cool. Maintenant tu vas acheter une paire de lunettes où déjà tu as une paire de Ray-Ban, c'est cool. Et pour le prix, elle est connectée, tu as une application, tu peux écouter du son avec. Alors c'est sympa, quoi. C'est vraiment les premières lunettes connectées qui sont cool à l'usage. Moi j'en ai, je les mets au bureau. Je peux écouter de la musique, personne n'entend la musique, mais en même temps, c'est pas des écouteurs, donc je suis pas complètement coupé. En plus, ça me fait une paire de lunettes. Alors j'ai de la chance, j'ai pas vraiment de correction, mais on va dire que j'utilise pour écran bleu. Voilà, c'est cool. Mais c'est pas de la XR. Ouais, après, moi, je pense qu'il y a quand même un petit changement, quoi. C'est-à-dire que si on se dit 10 ans avant, donc 2015, les XR, on était dans des protos, quoi. C'était des protos super coûteux. Aujourd'hui, alors certes, on peut dire, tu parles de ton Apple Vision Pro, ça coûte quand même un demi-bras, voire un bras. Mais bon, c'est quand même... Déjà, il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs de ce type d'outil. Il y a une puce de folie. C'est quoi? C'est du M3, ça, dedans? Je sais plus. Je sais même plus. On va retrouver les specs. Il y a quoi? Il y a 8K par œil? Ouais, il y a 8K par œil, donc ça vous fait 16K dans les yeux quand même, ce qui est quand même plutôt cool. Champ de vision 150 degrés, un peu plus? Non, ouais, on est à... Ouais, c'est ça, un on peu est plus à petit. 150, Ouais, on n'est pas 150, 160, mais ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, moi, je voudrais qu'on parle peut-être deuxième point aussi. Là, on parlait de la miniaturisation, d'une puissance qui est accrue, mais quelles sont, peut-être les avancées techno qui changent et qui ont changé vraiment la donne? Je te parlais des puces. On voit Apple avec la M3. J'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Snapdragon, c'est ça? Ça te dit quelque chose? Ouais, XR2, Gen 2, je sais plus quoi. Enfin, de toute façon, c'est simple. La vraie différence, c'est que, grosso modo, tout le monde a testé un casque de réalité virtuelle dans leur vie. Sauf que le problème, c'est que souvent, les gens ont testé un truc dans un musée, etc. Faites des trucs où c'est pixelisé, où c'est pas fluide, et l'expérience est pas top, et vraiment, tu sens que tu fais de la réalité augmentée de geek, tu vois. Si tu mets un casque en plastoc, qui est pas super méga confort, qui est pas très quali, tu vois un peu du pixel, les environnements en 3D, ils sont pas réalistes, enfin, tu vois, tu sens qu'en fait, t'es dans un truc de geek, clairement, t'es dans une espèce de jeu vidéo un peu mal designé. Et c'est là où, pour moi, le Vision Pro était très fort, c'est que, il est très cher, etc., mais en fait, c'est fluide. Et en fait, c'est là où tu as le premier jet, tu peux goûter au futur, et réellement à ce côté du... En fait, tu vas rajouter dans la vie de tous les jours, dans ton environnement autour de toi, tu vas rajouter des écrans, etc. Mais c'est fluide, mais c'est d'une fluidité qui est inégalée avant. D'ailleurs, c'est assez rigolo quand même. Apple ont sorti leur casque, qui était quand même 10 fois plus cher que ceux de Facebook. Et Mark Zuckerberg... Non, 10 fois, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est 4 000 euros un Apple Vision Pro, c'est 400 euros un casque Meta. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Je suis mauvais en maths, mais il me semble que ça fait non, x10. Ça me paraît pas mal. J'allais dire 8 fois, tu vois, je pensais pas. Ah non, c'est vraiment x10. D'accord, ok. Ouais, mais l'expérience, elle est x10 ou elle est x20? x10. C'est tout? Ah ouais. Pas plus? Ah non, quand même pas. Non, elle est x10. Pour moi, c'est x10. Le Vision Pro, c'est 10 fois plus cher, mais c'est 10 fois mieux.
C'est pas mal, ça, Mais- c'est une punchline, ça. Bonne punchline. Non, mais tu vois, c'est là, tu dis si quand même, le fondateur de Facebook a quand même fait une vidéo sur ses réseaux, un peu en mode boomer. Un Non, certain mais mon Marc casque, il est mieux. Z, c'est ça? Un Mark Z, ouais. Donc en fait, tu te dis, lui, il faut quand même, ils vendent des casques depuis 5 ans. Apple arrive avec un casque ultra cher et il est tellement cher. Et en plus, le mec, il fait quand même une vidéo pour dire non, mais mon casque, il est mieux, il est moins cher, machin. Tu vois, ça veut dire beaucoup. Parce qu'en fait, Apple, ils sont arrivés, ils l'ont fait à la Apple. Alors, le prix, machin, mais ils ont fait un produit ultra quali. Ils ont fait une expérience super fluide. Et surtout, ils ont intégré des règles d'usage directement. Pas de vidéo 360. Du nouveau film immersif. C'est-à-dire qu'on fait plus de la 3D, maintenant on va rentrer dans les films. Parce qu'on joue avec les deux opercules. On a un design système qui est ultra propre. Ils ont implémenté des règles de design sur la XR. C'est vrai. Ouais, Tu regardes alors, le design Apple là-dessus, il est ouais. lisse, il est beau, il est très strict. Ouais, alors ça peut-être que, alors je sais pas si je fais une digression, mais moi je pense que la stratégie d'Apple, elle était finalement rentrée par le haut, d'en faire un produit premium pour apprendre, pour en faire ensuite un produit qui soit plus grand public, Ouais. en ayant posé le socle et les bases et l'exigence. Et c'est vrai, quand on creuse un tout petit peu dans les parties pour les développeurs qui sont mises par Apple à disposition de tous les développeurs, allez faire un tour là-dessus. C'est assez ouvert. Allez regarder, vous allez en prendre plein les mirettes. Vous allez comprendre finalement un peu mieux leur stratégie. Là, ils sont en train de poser les bases, les règles, le mode de fonctionnement, le design pour les développeurs. Perso, je pense que c'est un nouvel OS qu'ils sont en train de créer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais même rebondir dessus, parce que t'as tout à fait raison. Ils ont créé un nouvel OS, ça s'appelle Vision OS, qui est basé sur l'iPad, mais c'est Vision OS. Et en fait, ce qui est très important, c'est que souvent les gens disent il n'y a pas de killer app sur le Vision Pro. Mais attendez, c'est le device qui a un killer. En fait, j'avais pas besoin d'avoir une killer app sur le Vision Pro. Ah, pour moi, c'est l'OS qui est un killer. C'est l'OS. C'est l'OS, c'est même pas le device, c'est l'OS qui est un killer. Oui. Parce qu'en fait, avec toutes ces règles, avec ce fonctionnement, ils sont juste en train de préparer une infrastructure pour la suite. Mais ouais. Et la suite, c'est les lunettes. Ça va être magnifique. Non, mais vraiment, il n'y a pas de killer app dans le Vision Pro, mais c'est l'expérience, le device. Alors là, il est trop cher, mais c'est ça qui est le killer par rapport au téléphone. C'est incroyable, ça vaut beaucoup plus qu'un iPad. Alors dès que ça va baisser en gamme, et ça va baisser en gamme, on le sait, tellement bien. Enfin, je veux dire, pourquoi avoir un MacBook Pro ? Pourquoi avoir un MacBook Air ? Tu vois, tu fais de la bureautique, Ouais, tu mets bon, ton casque. après, l'écran, il est peut-être un peu lourd, je comprends. Tu m'as montré, effectivement, et on a vu ça sur Internet, tu as fait pas mal de vidéos qui montrent, effectivement, la taille incroyable de l'écran. Moi, une des features que je trouve formidable dans l'Apple Vision Pro, c'est le eye tracking. Et ça, je trouve ça complètement fou. Ouais. Ça arrive aussi, on l'a vu sur les téléphones, il y a commencé à avoir un peu de eye tracking sur les téléphones. Ce qui me fait marrer, tu sais, c'est beaucoup de gens, on parle beaucoup d'IA en ce moment, hein, c'est sûr. Tout le monde dit, ouais, Apple, ils sont en retard sur l'IA, etc. Mais vous rigolez ou quoi ? De l'IA chez Apple, il y en a depuis des années. C'est pour l'expérience utilisateur. Donc, quand on parle et tout le monde fait la focale en disant ils sont largués par rapport à Apple Intelligence, perso, je pense que ce sont des conneries. L'IA chez Apple, c'est inside. Et donc, on le voit d'ailleurs sur l'Apple Vision Pro, c'est bourré d'IA. Ouais. Mais c'est pas forcément de l'IA générative, mais c'est bourré d'intelligence artificielle. Mais absolument, de partout, il y en a vraiment partout. D'ailleurs, là, dans la nouvelle mise à jour du Vision OS, donc alors, on va en parler un peu plus pour les geeks, mais ça y est, Apple Intelligence va être dispo sur le Vision Pro, etc. De toute façon, il a la capacité de calcul, il n'y a pas de souci. Le truc est assez puissant. Mais en fait, il faut juste se prendre que quand tu parles eye tracking, c'est super intéressant, mais encore une fois, Apple, ils ont sorti un device, c'est le meilleur eye tracking qui existe. Enfin, c'est le meilleur hand tracking qui existe, c'est-à-dire qu'il capte super bien tes deux mains dans n'importe quel sens. Tu as 12 capteurs, 12 caméras en extérieur. En fait, là, ils accumulent une donnée avec ce casque-là qui est énorme. Et donc là, pour pouvoir améliorer l'OS et faire des versions un peu plus légères, qui doivent avoir un petit peu plus de connaissances, s'il y a moins de capteurs sur le prochain casque, ça coûte moins cher à faire. Il coûte moins cher à la vente, mais il faut peut-être plus de données pour avoir un logiciel qui fonctionne mieux, tu vois. Là, je veux dire, mais c'est simple, hein. Tu sors ton casque Meta, donc ton casque de Facebook, et tu regardes aussi les vidéos du nouveau qui va sortir Samsung et Google, on y viendra. Tu regardes les vidéos de comment ta main est captée, et visuellement à quoi ça ressemble. C'est encore des trucs de geek. Tu peux nous décrire pour celles et ceux qui nous écoutent et et ça va être un exercice assez complexe parce qu'il n'y a pas de vidéo pour aider. Tu peux décrire, on a parlé de deux choses, l'eye tracking et puis le hand tracking. Est-ce que tu peux raconter, pas à pas, comment ça marche ? Tout à fait. Alors, maintenant, imaginez, vous êtes sur votre ordinateur. Assez simple. Sur votre ordinateur, vous avez votre curseur, donc votre souris en fait. Et la souris, vous la dirigez avec votre
votre souris physique ou avec votre trackpad sur votre Mac ou dans votre ordinateur d'ailleurs, et vous la dirigez. Et quand votre souris est sur un bouton, vous cliquez et ça fait l'action. Genre fermer un site web, ouvrir une page, cliquer sur un bouton. Dans l'Apple Vision Pro, mais grosso modo dans les casques d'AR VR, donc de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, en fait la différence c'est que votre regard, il sert de souris. Donc en fait, quand on regarde un endroit, pour le logiciel, c'est comme si vous placez votre souris au-dessus du bouton. Je regarde un bouton, imaginons il y a une animation sur le bouton quand la souris est dessus, et le bouton il sait que je le regarde. Parce qu'en fait, le logiciel il capte mon regard. Et donc là où je regarde, et après, vu que j'ai pas de souris physique ni de trackpad, en fait, je vais pincer mes deux doigts, je pince mon pouce et mon index, et ça fait l'effet de clic. Et donc en fait, tu peux te dire, ok, ça peut être sympa, mais dans tous les cas, ça va pas fonctionner. Tu vois. Mais en fait, ça marche super méga bien. Parce qu'en fait, c'est ajusté complètement à ton œil, à tes yeux, à tes pupilles et à ta main, à tes formes de main et tout. Et donc en fait, le casque, il capte super bien ta main. Tu peux l'avoir posée tranquillement sur ta jambe, sur une table et tout. Tu regardes quelque chose, tu tournes la tête. Quand ton regard est positionné sur une application, sur un bouton, tu pinces ton index et ton pouce et tu rentres, tu cliques. En fait, déjà, juste cette expérience-là est top. C'est super léger, c'est super agréable. C'est tes mains, tu vois. Tu as la sensation de l'air sur tes mains et en même temps, tu pinces des choses et ça s'active autour de toi. Et ça, c'est génial, mais si c'est pas fluide, c'est pas ouf. Et si visuellement, tu regardes ta main et que c'est détouré avec du bleu, etc., ah non, c'est awkward. Nous, on est habitué à quelque chose de lisse, à quelque chose de propre. En fait, l'idée, c'est qu'il faut que tu dises que tu ne vois pas la différence. C'est-à-dire que tu regardes ta main, il faut que quand tu la regardes, tu n'aies pas l'impression que tu es dans un casque. Il faut que tu aies juste l'impression que c'est magique. Tu as une application qui vole dans l'air autour de toi, comme si tu avais une télé, comme un hologramme, en fait, et que tu le regardes et c'est super fluide, comme la réalité. Et ça, Apple, ils ont réussi à le faire. Et ça coûte effectivement 4 000 €. Mais ça se vaut le prix. Et pour moi, c'est un très très bon exemple de ce qu'est la réalité mixte. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une réussite. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression d'avoir une sorte de préhension des choses quand on quand on avance son pouce pour cliquer dans l'air. En fait, on a vraiment l'impression d'appuyer sur une touche de clavier. Mais complètement. Alors, on n'a pas le retour haptique. Ça viendra peut-être ça ou pas? Mais alors c'est assez rigolo. C'est qu'en fait, sur le Vision Pro, moi, quand je fais faire tes tests à des gens, je leur dis à chaque fois d'aller sur Safari. Et après, ils tapent dans la barre de recherche et il y a un clavier qui apparaît. Je leur dis maintenant, enfonce tes doigts dans les touches. Bizarre, parce que du coup, tu enfonces ton doigt donc, toi, visuellement, tu enfonces tes doigts dans les touches, mais dans le vide, en fait. Tu mets toi dans le vide, tu pinces devant toi. Enfin, tu enfonces ton doigt dans le vide devant toi. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où ton doigt s'enfonce sur la touche, entre visuellement ce que tu vois et le son que tu reçois, tu arrêtes ta main. En fait, tu as un... le retour haptique, c'est un retour sonore. Ouais, un retour sonore qui et donne visuel, à ton cerveau une information en disant non, ça y est, t'es bon, t'as appuyé, cliqué, donc t'as eu le feedback. En fait, t'as une boucle de rétroaction sonore qui fait que tu arrêtes mécaniquement ton geste parce que tu dis j'ai ce que je veux. Ouais. Génial. Alors que dans le téléphone, souvent, c'est juste le visuel et la vibration. Là, c'est l'audio. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ceux qui ont des Vision Pro, tapez sur un clavier en coupant le son du Vision Pro. Vous allez voir, c'est un peu plus différent. On le sent. Ça fait bizarre. Et donc ça, c'est super intéressant parce que à chaque fois que je fais tester du Vision Pro, les gens, ils comprennent direct. Alors, des bases, ils n'enfoncent pas leur doigt assez loin. Et dès qu'une fois, ils ont réussi à toucher sur la touche, c'est bon, ils l'ont, quoi. Ok, d'accord, j'ai compris, c'est un clavier dans le vide. Et t'arrêtes ta main au bon moment. Ça, c'est super fort, quoi. C'est super fort. Et je veux juste rajouter un point d'analyse, mais je pense qui est assez logique. Parce que moi, j'aime bien fonctionner par A plus B. Donc, en gros, quelque chose de logique. Le Vision Pro, tout le temps de ce mot-là, faut arrêter. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas trop le casque, mais bon. En gros, quand tu l'achètes, tu peux acheter une housse Apple qui coûte 220 €. Elle est super chère, la housse, pour mettre ton Vision Pro dedans. Donc on démarre à 4000 plus la housse. C'est un peu plus que 4000, j'ai l'impression, quand même. La version de base, il a 399. 3999. D'accord. Ouais, donc 4000. Bon, 4000. Il nous offre l'euro en plus et donné. C'est à quoi ressemble cette housse. Vous avez déjà vu les tenues d'astronautes du matériel de la NASA. Cette housse, elle est pile poil dans ce style-là. C'est-à-dire que c'est pas du tout une housse en mode grand public. Pour moi, c'est une housse qui est montrée en mode t'es sur un produit de test, t'es sur un produit de fou. C'est-à-dire que c'est pas un produit grand public, c'est pas le truc que tu vas... C'est un produit, c'est vraiment, tu sens que t'as acheté un truc de scientist, quoi. C'est comme si t'avais acheté du matériel technique, tu vois. Tu sens que t'as acheté du matériel technique. C'est un truc ultra quali, mais c'est pas fait pour être juste... Ça pourrait être une super belle housse en velours. Non, c'est une housse avec des matériaux qui font très NASA, qui font très luminaire, qui font professionnel, mais c'est chercheur un petit peu. Et c'est là où ça place bien le Vision Pro. C'est pour le dev qui va plus loin, qui veut tester. C'est pour la boîte qui fait de l'inno, qui va aller plus loin, qui veut tester. C'est pas pour le grand public. C'est ça qui est intéressant. Je trouve ça super riche parce que, en fait, tu vois, ça m'ouvre à un point. Je me demande si les gens d'Apple
ont pas travaillé aussi ce storytelling, tu sais, parce qu'on dit souvent beaucoup d'innovations ont d'abord été testées dans les navettes spatiales, sur la Lune, parce que c'est ces prouesses technologiques qui ensuite arrivent dans le grand public. Est-ce que c'est pas la même histoire qu'Apple essaye de vendre en fait aux développeurs en disant hey, les gars, vous êtes finalement les nouveaux conquérants d'un nouveau territoire, vous êtes finalement des pionniers et on vous équipe un peu comme les pionniers le sont. C'est vrai quand tu parles, et on va pas forcément faire tout cet épisode sur le Apple Vision Pro. D'abord, on n'est pas sponsorisé par Apple. Bon, après, coucou Apple, coucou si Apple, ça vous si dit, vous voulez. coucou, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le look complet de cet outil, c'est encore un peu spécial. Alors c'est vrai qu'ils ont quand même travaillé un sujet, parce que bon, on pourrait être le cosmonaute perdu dans son histoire. L'histoire des yeux, là, on voit les yeux, c'est aussi intéressant parce que je trouve qu'ils vont travailler aussi le retour social, en fait, des personnes qui sont en face. Toi, tu as vécu ça. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu ? Complètement. En gros, ce qui est super intéressant, c'est que globalement, vous le savez, tu mets un casque de réalité virtuelle augmentée, un casque de geek en plastique, là, en fait, tu as des gros capteurs et des caméras de l'extérieur. Donc c'est sûr que tu parles à quelqu'un et lui, il voit quelqu'un. Enfin, il voit quelqu'un avec un casque en plastique et des grosses caméras. Ça fait un peu... c'est bizarre. Tu ne vas pas discuter normalement avec cette personne-là. Le Vision Pro, ils font qu'en fait, t'as un écran devant de couleur qui s'allume en fonction de ce que tu veux. Mais surtout, si tu regardes quelqu'un et que tu lui parles, tes yeux s'affichent. Alors, ça pourrait s'afficher mieux. Ils ont décidé de faire un affichage un petit peu où tu comprends que des yeux te regardent, mais c'est pas non plus trop net, parce que ça fait un peu bizarre. Et ça, c'est super important. Parce que ça fait que, tu vois, moi, j'utilise beaucoup au bureau, je l'utilise dans les transports, etc. Et en fait, quand les gens me parlent, ils voient mes yeux. Donc, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pas en mode, tu entends une voix, quelqu'un qui te regarde et tu vois pas ses yeux parce que tu vois des caméras. Non. Là, juste, tu vois quelqu'un qui a un casque, comme un gros casque de ski, mais tu vois ses yeux. Et ça, je pense que c'est super, super important. Et c'est assez intéressant parce que quand j'en parle avec des gens qui sont bien techniques dans le milieu, je pense que ceux qui sont trop techniques, trop technophiles, ils disent bah non, c'est pas très utile, etc. Ça rajoute du poids et tout. Il faut oublier que si tu veux faire du grand public, il faut que tout le monde l'accepte, tu vois. Alors que tu mets le casque, bah ok, pourquoi pas, tu vois. Et pas que ça soit en mode oh là, bizarre, je vois même pas ses yeux, il me parle, tu vois. Et en fait, le fait de voir ses yeux, ça rajoute quelque chose de super important. Et je pense sincèrement qu'il faut pas qu'il l'enlève. Il ne faut surtout pas qu'il l'enlève. Parce que c'est une étape super importante, en fait, tu vois. Pourquoi tu accepterais plus quelqu'un avec des lunettes ? Parce que tu verras ses yeux. Enfin, c'est le contact humain, tu regardes où il regarde, etc. Et sauf que c'est pas des choses où tu te le dis sur le moment, mais ton subconscient, il l'accepte ou il fait ouais, bizarre, tu vois. Et ça, c'est super important. Et grosso modo, moi, j'ai pris le train plein de fois avec mon Vision Pro, je me suis fait contrôler, à chaque fois, il n'y a pas de souci. Le contrôleur, je le regarde, il me voit mes yeux, je lui donne mon ticket. Que plutôt, s'imagine, je le regarde, il voit 2 capteurs et un gros truc en plastique gris, c'est pas... Mais le retour, quand même, bon, ok, il voit tes yeux, mais enfin, ça lui paraît bizarre, il parle à un astronaute, là. Ah ouais, de temps en temps, j'en ai eu qui se retournaient en mode, bon, un peu chelou, mais d'un côté, en fait, je pense qu'il y a les yeux qui s'affichent, donc il n'y a pas de souci, tu vois, c'est un peu... Moi, je pense que si j'aurais pas eu ça, les gens, peut-être qu'ils m'auraient demandé de le retirer, tu vois. Parce que pour savoir, attends, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. C'est bizarre ton truc. Et puis tu me filmes avec une film, qu'est-ce que c'est, tu vois. Là, juste, ils voient des yeux qui s'affichent. Les caméras, en fait, elles sont intégrées en dessous du verre, donc elles se voient pas trop. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment travaillé l'axe du comment on fait le meilleur casque, qui soit le plus acceptable, qui soit, quand quelqu'un le voit, il est intrigué. Quand tu arrives avec ton Vision Pro chez quelqu'un, avec ta petite housse, bah, la personne extérieure, il se dit, wow, c'est quoi ce truc, tu vois. Genre, ça fait un peu comme si tu sortais de chez la NASA avec une housse de matériel, tu vois. Tu sens que c'est, ok, là, il y a un truc intéressant. Mais c'est pas un truc en mode, wow, regarde, c'est trop beau, c'est le dernier iPhone, machin. Non, c'est vraiment, regarde ce truc-là. Je suis en avance de phase, tu vois. J'ai un nouveau produit technique et tout. Enfin, super intéressant, quoi. On parle pas mal du Vision Pro, il coûte cher. Il y a d'autres acteurs qui émergent. Tu suis ça de très près. On rêve tous d'un modèle accessible à moins de 500 €, voilà, qui serait sans compromis sur notre expérience utilisateur. Qu'est-ce que tu vois comme modèle, comme marque, comme acteur émerger pour 2025 et 2026-2027 ? Ouais, bah écoute, c'est là où c'était super intéressant. En fait, on parle que IA en ce moment, mais en décembre dernier, là, il y a Android qui a sorti pour moi ce que j'appelle le plus gros banger de l'année. Bon, c'était l'année 2024, mais pour 2025, en fait, le vrai problème dans ce monde-là, c'est que, imaginons PPC, demain, on va monter notre boîte ensemble. Il va falloir qu'on crée le hardware. Donc, on se dit, on fait un casque, on fait une paire de lunettes. Il faut mettre les éléments techniques, mais surtout, il faut créer le logiciel dedans. Et ça, c'est un enfer, parce que c'est des règles, c'est des trucs super compliqués à faire. Enfin, tu vois, je pense à Apple, ils ont dépensé des millions, etc.
même peut-être des milliards dans la R&D. Et en fait, il y a Android. Vous savez, Android, c'est le logiciel open source. C'est-à-dire que moi et PPC, demain, on veut créer notre marque de téléphone. On va dans un pays qui peut créer des téléphones, majoritairement l'Asie. On leur dit, bah voilà, nous, on veut ce design, on veut ces éléments-là. Tu nous donnes le téléphone et dedans, ils mettent le logiciel qui fait fonctionner Il faut le qu'on téléphone. mette un peu de rond quand même sur la table, quoi. Un petit peu de rond. Non, mais je veux dire, t'achètes le logiciel, tu l'achètes pas Android, en fait. Tu vois, c'est open source. Donc, c'est comme ça que c'est la démocratisation des téléphones tactiles, c'est grâce à Android, tu vois. Parce que c'est n'importe qui peut créer du téléphone pas cher au final. Non, le logiciel est gratuit pour le faire tourner. Après, c'est Google derrière, mais. Et en fait, Android, ils ont sorti leur logiciel, donc leur software, qui fait fonctionner le device en open source, s'appelle Android XR. En gros, c'est comme si tu téléchargeais Vision OS, qui est le logiciel Apple, mais open source. C'est-à-dire que PPC, demain, on va en Asie, on veut créer notre casque. Bon, on va dire que le marché des éléments techniques pour créer de hardware, donc la partie technique du produit, ils sont partout. On les choisit, on le met ensemble par une usine et dedans, on met le logiciel. On n'aura pas de coût de développement sur le logiciel. Et ça permet du coup à créer du produit. Ça fait que plein de gens ont déjà des startups là-dessus, vont juste se dire, putain, génial, je prends leur logiciel. Je mets mes apps dedans. Donc toi, tu sens une accélération. Alors bon, tu dis, il n'y a pas de coût. Il y aura forcément des coûts, parce que bon, c'est pas parce qu'il y a de l'open source et que c'est sur étagère que c'est aussi simple que ça. Il y a un peu d'intégration. Oui, mais tu vois. Donc, c'est make, buy ou integrate, quoi. Mais donc, intégrer, ça coûte quand même quelque chose. Hein. C'est pas donner. Mais c'est rien par rapport à si on partait from scratch. Et puis, si tu dis que c'est open source, ça veut dire qu'il y a une communauté open source qui met au pot, qui partage, qui donne aussi des clés. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça, ce que tu vois, c'est finalement plein de nouveaux acteurs qui vont essayer de Ils vont se placer dessus. Là-dessus. Le meilleur exemple que j'ai, c'est déjà parti le coup de démarrage, le coup de feu là, pour que ça démarre un peu comme sur un marathon. Ouais. C'est déjà lancé depuis longtemps. Bah, c'est depuis décembre. Il y a les premiers workshops aux US commencent là chez Google, commencé en février. J'ai pas eu ma place malheureusement. Ils m'ont pas accepté. Sinon, j'aurais pris mon avion. Ils sont fous. Ils ont perdu une occasion terrible. Je pense que j'aurais dû avoir un compte Google un peu plus propre. J'étais sur un compte de test, mais en fait, ça commence. Mais moi, le bon exemple, c'est qu'il y a une marque qui s'appelle X-Reel. Ils font des lunettes où dedans, ils ont réussi à mettre des petits projecteurs. Donc, c'est fait que dans tes verres de lunettes, tu as des écrans. Eux, le plus compliqué, c'est qu'ils ont dû créer le logiciel pour faire fonctionner tout ça. Ah, mais c'est sûr qu'eux, ils vont partir sur Android XR parce qu'ils ont déjà créé la technique pour projeter quelque chose. Ils ont dû créer le logiciel, c'est super onéreux, etc. Là, ils vont pouvoir le reprendre. Et ce qui est rigolo, c'est que tu regardes les pubs Android XR, enfin les pubs, vu que c'est très dev, il n'y a pas eu beaucoup de communication dessus. Ça ressemble énormément aux Vision Pro. Alors déjà, c'est assez logique, quand même leurs bureaux ne sont pas très éloignés, mais c'est qu'il y a des règles de design que Apple ont très très bien réalisées. À quoi doit ressembler, il faut que ce soit, les applications sont un peu transparentes, que tu vois le meuble qu'il y a derrière, etc. Tu vois, que tu puisses te repérer, mais que visuellement tu puisses consommer, c'est pas un problème. Et ça, ils l'ont très bien fait. Sauf que là, où c'est très intéressant, c'est qu'Android XR a été très travaillé pour des lunettes, pas que pour du casque. Dans les vidéos d'exemple, c'est beaucoup de lunettes, très peu de casques. D'ailleurs, il y a 0 casque dans les vidéos d'exemple parce qu'il y a un casque qui sort bientôt là, de cette année entre Google et Samsung. Et donc, on va finir sur de la lunette, le logiciel est là, c'est génial, quoi. Il va y avoir plein d'opportunités. Et ce qui va faire que du coup, ça va relancer le marché, il va y avoir beaucoup plus de boîtes, beaucoup plus d'investissements, les gens vont commencer à tester, à consommer, comme les premiers Android, tu vois. Enfin, quand l'iPhone est sorti, c'était ça, tu vois. Alors bon, Meta, Android, Apple, il y avait une rumeur, alors je sais plus, j'ai cru voir que c'était ouvert puis fermé. J'ai entendu parler de Pico 5 Pro chez ByteDance. Ça devait partir en 2023. Après, il y a des rumeurs. Alors, j'ai d'ailleurs fondé que sur un seul article, d'ailleurs, et après tout le monde y est allé, mais je sais pas trop. Sur Reddit, les gens disent bah on sait pas. Pico 5 de ByteDance, ça va sortir. ByteDance, tu les vois dans le game. Ah bah alors Pico, moi je le dis, hein, je suis dans le monde de la tech, j'en ai jamais testé. Voilà, ça c'est la réalité. Après c'est très très marché asiatique. Hein. Nous, Europe et Amérique, c'est vachement Meta. C'est quand même le deuxième casque le plus vendu dans le monde. Hein. C'est Meta, après c'est Pico, après il y a un peu toute la gamme, et après il y a du Apple. Donc en fait, ils en vendent beaucoup. J'ai jamais pu tester, donc je n'ai pas été assez à l'aise pour te dire, mais il paraît que ça fonctionne bien, il paraît que c'est intéressant, mais encore une fois, la réalité, c'est connecté à quoi? Tu vois? C'est comme le Meta, le casque Facebook, il est connecté à quoi? Il est connecté à Insta, à WhatsApp, à Messenger, à Facebook. Tu vois? Tant que le casque ne sera pas connecté à tes messages, à tes albums photos, à ta map, tu vois? Donc tant qu'il ne soit pas purement soit ton iPhone, soit ton Android, parce que c'est ça, tu n'as pas le choix. Il y a d'autres qui ont des marques au milieu, mais ça ne fonctionnera pas. Vu que l'idée, c'est que tu puisses remettre ce que tu as dans ta poche, donc ton écosystème à toi qui est dans ton téléphone, au niveau de tes yeux.
Donc en fait, Pico et tout, oui, c'est des casques de gaming, tu vas mettre ta PlayStation 5 dedans, tu vois. Et c'est là où ça change, et c'est là où c'est très intéressant, je vais mettre un grand point là-dessus, c'est que t'as aucune marque pour l'instant, hormis le casque d'Apple, qui te permet d'avoir ton écosystème numérique au niveau de tes yeux. Facebook, c'est pas le cas. Facebook, tu dois remettre un écosystème dedans. T'as des applications, t'as plein de jeux, mais tu sais, c'est un device en plus. Tu vas pas dire, je vais avoir ma vie au niveau de mes yeux. D'ailleurs, ça, c'est vrai que en fait, en te le disant, je me dis vraiment que c'est impactant et on n'en parle jamais sur le Vision Pro. Je suis passé sur On refait le Mac cette semaine. On a parlé du Vision Pro. En fait, j'aurais dû en parler de ça. C'est vrai que Apple, c'est le seul qui fait que tu as ton écosystème, tu as tes photos à toi dans ton casque. Alors que les autres, non. Les autres, c'est l'écosystème. Voilà, c'est comme ceux qui ont les lunettes Facebook Meta. Facebook Meta, les Meta Ray-Ban, pardon. En fait, tu as accès à WhatsApp, à Messenger. Donc, si tu n'utilises pas WhatsApp, tu as l'air con. Enfin, je veux dire, tu peux pas lui dire envoie un SMS. Non, il peut pas, il a pas accès. Ouais, ça me rappelle d'ailleurs, parce que c'était pas mal ton interview sur On refait le Mac avec notre ami Olivier Frigara et toute sa bande, Stéphane, Laurent, et puis aussi Johan, je crois, c'est un start-upper qui était, je sais plus. Il y avait Jordan et Christophe. Jordan, Johan, effectivement. Des vrais experts du Vision Pro. Et surtout très intéressant, c'est que Jordan, il a fait partie de ceux qui ont eu le Vision Pro avant qu'il sorte par Apple. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, eux, ils sont allés aux US récupérer le casque, en fait. Ils ont eu des kits dev. Je pense qu'il doit avoir une mallette renforcée avec des codes. Oh là là. Ouais, ils ont dû mettre un code à leur porte pour pas que ça vienne hacker. Non, si on reprenait sur ce sujet, effectivement, tu parlais des méta, et ça me fait penser d'ailleurs à une réflexion. Tu disais que c'est pas tout à fait connecté à l'écosystème. C'est l'ami Stéphane Gallini qui a une paire de méta, et la dernière fois que j'étais en call avec lui, il ramait pour appairer en fait ses lunettes au coup de téléphone, et il a fait les fausses manips et ça a coupé. Finalement, on a dû se rappeler avec nos téléphones respectifs et traditionnels. On parle pas mal de XR, on parle pas mal d'IA. L'IA et la XR, ça va fusionner de plus en plus. Est-ce que tu penses qu'on peut imaginer un futur où finalement ces mondes virtuels, ou je ne sais pas si c'est virtuel, mais ces expériences nouvelle génération pourraient s'adapter un peu plus à tout ce qui est émotion, aux pensées, et tout ça en temps réel? Écoute, je sais pas si ma réponse va te convenir, mais pour pas du tout faire de bullshit, le seul truc que j'ai vu vraiment intéressant avec de l'IA pour l'instant là-dedans, c'est une vidéo de MKBHD, qui est le YouTuber tech numéro 1 dans le monde, un américain, qui a eu la chance de pouvoir tester le futur casque Google et Samsung, qui va sortir normalement Q2, Q3 cette année. Et en fait, à un moment, en parlant à Gemini, qui est l'assistant par intelligence artificielle Android, donc celui de Google, là, que tout le monde peut avoir, mais il est bien intégré dans les téléphones Android et les Pixel, par exemple. En fait, à la voix, il peut le dire, va sur cette application-là. Et ce qui fait que quand tu as quelque chose au bout du nez, pouvoir vraiment le dire à la voix, ouvre la map, fais ci, fais ça, là, c'est un très bon usage de l'IA, tu vois. Parce qu'en fait, t'as pas de bouton, tu vas pas encore appuyer sur un bouton. Enfin, s'il faut imaginer que, je sais pas, tu tapes dans tes mains à chaque fois pour pouvoir lancer ton assistant, c'est compliqué. Et donc là, c'est un bon usage, et surtout, c'est véridique, quoi. Je veux dire, là, il a testé un truc, le casque, quand il sera dispo, ça le fera. Donc, j'ai pas envie de faire de bullshit, donc je te dirais, il y a ça qui va arriver, et je pense que c'est un très bon usage, parce que vu que tu l'as au bout du nez, enfin, du coup, l'idée, c'est que tu as tout le temps tes mains libres, tu fais des trucs. Donc, vraiment que tu aies un assistant qui puisse contrôler ce que tu vois, c'est génial. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on l'a déjà un peu, ça. D'ailleurs, c'est sur ChatGPT, tu sais, avec cette nouvelle fonctionnalité qui est maintenant disponible pour tous. Je crois qu'il faut juste avoir l'abonnement à $20 par mois. L'abonnement qui est cher. Non, pas celui à 200. Non, pas celui à 200, celui à 20. Et tu sais, où tu peux finalement ouvrir la caméra et montrer ce qui se passe. Moi, je l'ai testé. Alors, on filme plein de choses. Et donc, c'est du temps réel. Oui, c'est vrai. Il y a de l'IA. Ça amène quelque chose. Alors, il manque juste un truc. Je me suis dit, il manquerait plus que la caméra de mon iPhone me regarde aussi en même temps et envoie cette donnée à ChatGPT pour finalement ils aient à la fois ce qui se passe sur moi, sur mon visage, ce que je suis en train de voir, et là on a une écriture de fou, quoi. C'est une bêtise, en fait. C'est vrai que dans les vidéos là, de Android XR, en fait c'est vrai que tu es dans la rue, tu regardes quelque chose, tu demandes, et en fait lui directement il va pouvoir faire par rapport à ce qu'il voit et ton point GPS, et te ressortir les magasins et leurs notes, tu vois. Devant tes yeux, genre t'es devant un magasin, tu dis il est bon ce restaurant par exemple, et ça va te sortir la note au-dessus du restaurant, tu vois. Ça va dire non, attention, il a que 3 étoiles, tu vois, je sais que t'aimes pas ce truc-là, et puis attention aux allergènes, il fait pas gaffe, tu vois.
Et donc ça c'est vrai, et ça c'est grâce à l'IA. C'est vrai que j'avais oublié ce cas d'usage-là, je l'ai pas vu en réel, mais je l'ai vu dans les pubs. Et là, ça aurait du sens. Et puis même, tu prends le sujet de... Nous, j'avais testé ça, mais ceux qui ont malheureusement des problèmes visuels. On prend les Meta-Ray-Ban. Tu as une petite caméra et tu as un flux audio qui t'arrive à l'oreille. Si tu as malheureusement des problèmes de vue, si tu peux te faire guider dans la vie de tous les jours, avec des IA qui comprennent super bien ce qu'elles voient, génial, tu vois. C'est pas compliqué à faire, faut juste dire à l'IA, dès qu'il y a un feu rouge, fais attention, tu vas vérifier ça, sinon tu valides rien. Dès que tu arrives dans un aéroport, fais attention, les panneaux ressemblent à ça. Toi, par exemple, les ADP, ils peuvent très bien dire à ChatGPT, attention, nos panneaux, ils ressemblent à ça. Ils donnent plein de données, et donc demain, ChatGPT, dans les ADP, il sait ultra bien te guider parce qu'il connaît les plans, il connaît les trucs. Tu vois. Enfin, moi, ça me fait marrer parce que je me dis, que fait Elon Musk là-dessus? Est-ce qu'un épisode où on ne parle pas d'Elon Musk, il manque un bout, forcément. Non, mais tu vois, toute la data qui est prévue, qui est dans les Tesla, qui permet d'analyser, imaginons que demain, on ait ça dans nos lunettes Meta. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire un deal ensemble, tu vois. Mais toute cette connaissance, et tu parlais des personnes qui sont en situation de handicap visuel, voire sonore, c'est vrai qu'on se dit tout de suite, ça y est, là, on n'est plus du tout dans un monde de geeks, en fait. C'est-à-dire que c'est le grand public. Et puis, si on arrive à mettre en place des outils, des solutions qui aident celles et ceux qui sont en situation de handicap, on rend service à tout le monde. Parce que je dis ça parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se disent ouais, ok, la XR, la R, la VR, bon, c'est pour les geeks et les pros, quoi. Le grand public, on attend toujours. Tu penses que ça va se passer comment, cette adoption? C'est un peu comme le smartphone? Non, mais attends, c'est comme la Tesla. Non, il y a encore beaucoup qui disent la Tesla, c'est pour les geeks. C'est quoi le véhicule le plus vendu dans le monde? Le Tesla Model Y. Hein. C'est un véhicule pour les geeks? Non. Effectivement, t'as un gros ordinateur dedans, t'as un gros iPad, c'est puissant, mais la voiture la plus vendue dans le monde, je pense que ça veut dire quelque chose. Donc non, ça va être adopté. Mais encore une fois, si c'est adopté, c'est que c'est fluide. En fait, les gens aiment pas acheter un truc où, en fait, tu sais que t'as que 20% qui fonctionne, tu sais que ça bug et tout. Il veut un truc fiable. Tu vois, c'est ça avec le numérique. T'achètes du fiable. C'est pour ça que les Tesla se vendent si bien, tu vois. Et que la Renault Zoé, c'est resté la Renault Zoé, tu vois. Pas que nos amis chez Renault. Voilà. Non, d'accord. Donc, si je te suis, ça veut dire qu'on est sur des technos qui, comme le smartphone, finalement, est trop cher au début, puis après, adoption massive quand le coût chute, quand c'est simple. Et donc, la XR, elle suit le même chemin avec Apple, Meta et puis tous les fabricants asiatiques qui arrivent. Mais dans tous les cas, c'est une expérience fluide. De toute façon, on sait, c'est toujours comme ça. Autre point, parce qu'on parle de réalité virtuelle, il y a quelques années, on parlait de métaverse, 2022, 2023, c'était le hype, et puis la chute, peut-être d'un point de vue médiatique, cassé par l'arrivée de ChatGPT et des intelligences artificielles génératives. Finalement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'on y croie à nouveau, Alex ? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Et j'en parlais la dernière fois avec des collègues. Tu vois, moi j'ai un Vision Pro, donc je travaille avec, et j'ai mon avatar. Pas un souci, donc grosso modo, c'est comme dans le Web3, j'ai mon avatar. Enfin, dans le métavers. La dernière fois, en fait, je préparais des slides dans le Vision Pro, et je les jouais. Et en fait, dans ton Vision Pro, quand tu es sur Keynote, donc le PowerPoint d'Apple, et que tu joues tes slides, tu peux te retrouver directement dans un énorme théâtre. C'est pas le Steve Jobs Theaters, mais c'est un autre théâtre. Et en fait, tu as une slide derrière toi qui fait pas 6 mètres sur 12, j'en sais rien, enfin, c'est énorme. Et en face de toi, tu as 800 places vides. Et en fait, la marge pour que demain, tu appelles d'autres gens qui soient aussi avec des casques et que tu puisses leur montrer en live et que eux, ils sont assis dans un théâtre et te voient au loin avec ton avatar et toi, tu partages tes slides, elle n'est pas énorme, tu vois. Donc effectivement, le métaverse et le Web3, enfin, tous ces mots là qu'on utilisait il y a un petit peu trop longtemps, mais qui étaient beaucoup trop techniques, en fait, ça va commencer à arriver avec la démocratisation de ce genre de produit. C'est logique. Après, encore une fois, il faut que tout le monde soit équipé. C'est quand même... Enfin, ça casse un peu le truc. Donc, c'était le problème, je pense, du Web3, par exemple, que faisait Meta, c'est que c'était du geek. Regarde le style, c'est important, c'est le design, on sait tous que c'est important. C'était des trucs de geek. Visuellement, c'était trop enfantin. À un moment, ceux qui peuvent acheter ça et qui mettent à leurs collaborateurs, c'est des grandes boîtes, tu vois. T'achètes pas les trucs pour les gosses. Donc, si je te suis, c'était finalement trop tôt, peut-être trop mal vendu. Ouais. Mais maintenant, bon, les applications XR, elles commencent, et je pense, on voit quand même quelques cas concrets, réunion, formation, chirurgie, design industriel. Il y a des usages qui sont là, qui commencent à émerger. On parle d'ailleurs dans le médical, si je ne me gourre pas, de
40% d'erreurs en moins grâce à la XR. Voilà, donc là, on peut se demander quels sont les prochains secteurs qui vont voir une transformation aussi radicale. Hein. C'est impressionnant, cette montée en qualité. On verra, peut-être que ça pourra aider sur l'éducation. Imaginons que ça fasse un quart d'échecs scolaires en moins. Vous l'imaginez comme c'est incroyable. Pour la maintenance, imaginons qu'on ait là aussi un quart de pannes non prévues qui sont résolues. Et je ne te parle pas pour les sportifs, puisque effectivement tu m'as traité de sportif tout à l'heure. Voilà. Si j'ai 20% d'optimisation de mes gestes, c'est juste du bonheur. Peut-être aussi un point de question. Tiens, on parlait Apple, Microsoft, Meta, Google, il ne faut pas les oublier, loin de là. Qui c'est qui mène vraiment la course selon toi et pourquoi ? Moi, c'est Google et Apple. Tu peux penser que publiquement, ça sera Facebook avec Meta, parce que c'est eux qui ont le casque, ils en vendent le plus, etc. Faut pas se leurrer. Sauf qu'en fait, j'ai réagi assez bizarrement quand j'ai vu que Meta avait montré durant une conférence assez importante un produit qui était vraiment en R&D, qui était la paire de lunettes connectées, vraiment le futur, de quoi pourrait ressembler. Et vraiment, on est sur du R&D le plus total. Alors, ça a fait une énorme communication, un énorme buzz. Je pense que pour le moment, ils ont dû un petit peu les redesigner pour que ce soit un peu plus beau. Ils les ont fait tester à 2-3 développeurs, mais voilà, très restreint. Enfin, 2-3 journalistes, pardon. Donc en fait, vraiment, Meta, ils jouent la com, parce qu'ils ont des produits qui sont déjà dehors. Mais quand on voit ce qu'ont fait les autres, quand on voit ce que vont sortir Google, quand on voit surtout ce qu'a fait Apple, hein, et c'est là où j'ai un vrai point d'attention, en fait, quand même de produits qui sont vieux. Parce qu'en fait, la différence, c'est que normalement, Google, quand ils sortent du device, ils sortent à l'appel. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur des lunettes, ils ont eu Google Glass, etc. Là, la XR va sortir, ils vont avoir le premier produit qui va sortir en collaboration avec Samsung, parce que je pense qu'ils ne veulent pas y aller purement Google, ce qui est une logique assez intéressante. Et t'as Apple. Apple, quand même, leur casque, et ben en fait, il a quand même 3 ans d'ancienneté déjà, techniquement, tu vois. Et quand tu vois qu'avec ces 3 ans d'ancienneté, malgré le prix, il est 10 fois mieux que ce qui existe sur le marché aujourd'hui, ben en fait, ça veut dire qu'ils ont des trucs en poche, je pense, qui sont plus en avance que du Facebook. Tout simplement parce que je pense qu'ils ont décidé de faire du quali, du Apple, tu vois. On s'en moque, on va faire un truc énorme, on va investir énormément en R&D, et puis, faut oublier, c'est le dernier projet de Steve Jobs. Et quand tu sais que ces boîtes-là, normalement, ils ont quand même une vision produit qui est très lointaine, et surtout du Apple, parce qu'Apple, ils ont une stratégie de produit qui est beaucoup plus lente. Ils sortent pas tout le temps. Il y a des marques, je pense, comme des Google, hein, tout simplement, qui sortent beaucoup de téléphones tout le temps. En fait, peut-être qu'ils vont sortir un device dans 6 mois, ils l'ont pas encore fini, tu vois. À la Apple, normalement, après on n'est pas chez eux, c'est censé être beaucoup plus long. Ils ont déjà une vision d'après. Donc pour moi, ceux qui mènent vraiment la marche, c'est du Apple et c'est du Google. Ok, donc Apple, le temps long, mais jouant plutôt sur l'excellence et leur stratégie de pénétration du marché, c'est de démarrer par le premium, là où Meta a joué direct la carte plutôt grand public. Ouais, c'est ça. Donc je comprends. Bon, peut-être la surprise viendra de Chine. Hein, il y a la Chine. Malheureusement, on n'a pas assez. Enfin, le problème, c'est que on n'est pas assez évangélisé par la Chine parce que leurs réseaux ont du mal à arriver jusqu'à chez nous. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites, etc. Et puis ça baisse, hein, la quantité de contenu qui peut arriver jusqu'à chez nous et qu'on puisse comprendre. C'est sûr que la Chine doit être très bon. Après, c'est souvent comme ça. C'est un peu l'imprimerie. Donc ils savent très bien faire plein de choses. De toute façon, tout est produit là-bas aussi au passage. Après, la R&D dessus, je ne sais pas si la Chine a mis beaucoup de R&D là-dessus, tu vois. Parce qu'ils sont très très bons. Maintenant, ils ont plein d'ingénieurs et tout. Et je pense qu'ils ont d'autres sujets, l'IA, la robotique, etc. Je suis pas sûr qu'en R&D, sur de la XR, ils aient vraiment un grand sujet dessus, sachant qu'en plus, c'est quand même vachement né aux US, tu vois. C'est pas une techno qui a été vachement créée en France, ni en Chine. C'est une techno qui a été très, très travaillée aux US. Donc, faut le prendre sous cet axe-là. Après, c'est là où c'est important, c'est qu'au final, pour moi, c'est ceux qui mènent la course. Mais en attendant, ceux qui font le plus de cash, c'est Meta, hein. Parce qu'en fait, ils font un produit dans tous les cas. On peut avoir Google qui a sorti un truc de fou. On peut avoir Apple qui fait encore un produit encore meilleur. À un moment, ça te donne envie d'en avoir. T'as pas les sous, tu vas prendre en dessous. Et donc c'est là où Meta, ils vont en vendre en pelle. 30% des jeunes aux US en ont des MetaQuest. C'est énorme. Ça fait du volume. Allez, là on était très très positif en disant ça va cartonner, c'est parti pour se développer, exploser, etc. On prend un petit recul. Moi j'aime bien toujours analyser en disant est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des vents contraires qui pourraient venir gâcher la fête, tel qu'on en parle là. Est-ce que tu vois des challenges, des défis, des vents contraires qui pourraient faire en sorte que ça n'ira pas aussi vite que ce que l'on pense ?
Ouais, un petit peu l'IA. La place que prend l'IA dans l'écosystème, et c'est tellement présent que ça mange tout. C'est-à-dire que c'est simple, tu prends 2 postes, tu fais un post sur la XR, un post sur l'IA, tu verras lequel fonctionne le mieux. Donc les gens, lequel aura eu le plus d'impression, lequel sera plus vu. Donc je pense que l'IA prend quand même une grande place et ça risque pas de se calmer. Au vu de comment les États réagissent, hein, c'est les meilleurs pour pouvoir, comme je dirais, bump le poste, c'est-à-dire que allez, on redonne de la force, etc. Je pense pas que ça va se calmer, ça risque de manger un peu trop la place, mais d'un côté, ça sera pas demain matin. On va se réveiller, on aura les meilleurs produits. Enfin, ça m'étonnerait sincèrement. Il faut encore attendre peut-être 1 an et demi, 2 ans pour avoir des trucs super qualitatifs qui se rapprochent plus d'une paire de lunettes. Et c'est là où quand on aura la paire de lunettes que ça va se démocratiser parce que ça sera simple pour tout le monde. Donc voilà, je le prends sous cet axe-là. Après, on risque encore d'avoir des petits moments. On aura des produits qui vont tomber, ça va faire flop parce que les gens vont pas mettre le temps dessus à les analyser. Il faut pas oublier hein, moi, le Vision Pro, je le fais tester à énormément de monde. Il y en a beaucoup à chaque fois, ils sont ah oui, c'est le fameux truc, ils en ont une très mauvaise image. Alors, dès qu'ils testent, ouais, waouh, et puis j'aurais réussi à en faire en acheter quelques-uns. Mais ouais, en fait, d'extérieur, c'est pas des trucs qui plaisent énormément. Hein. Il y en a beaucoup qui ont peur aussi, hein. Faut pas oublier, hein. T'as un côté social. Hein. Ouais, justement, quand tu parles du côté social, moi je me dis qu'il peut y avoir un frein au déploiement massif de ces sujets. C'est finalement. Et c'est peut-être parce qu'on va mixer la XR, c'est fort hein, comme truc, avec l'IA. Mais tu vois, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de dire, et si ça devenait un outil de surveillance et de collecte massive, c'est-à-dire qu'en fait, de données personnelles, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, la XR finalement filme tout, voit tout, il y a l'IA dedans. On parlait tout à l'heure du eye tracking, on peut se dire qu'il peut y avoir de l'analyse des émotions aussi. Bon, il y a peut-être un petit sujet là avec dans l'IA Act qui fait qu'il y a des IA à haut risque. Tu vois, l'analyse des sentiments, des émotions, etc. C'est quand même un peu forbidden. Ça peut freiner les choses. Ça pourrait. Enfin, l'Europe qui régule. Enfin, c'est bizarre de dire l'Europe qui régule. On va dire l'Europe parce qu'elle régule tout le temps. Parce que comme on le disait, maintenant n'importe qui pourra essayer de créer son produit parce que le software est là. Donc c'est intéressant parce que quand c'est les grands, les mastodontes habituels qui font quelque chose, on sait ils vont le faire d'une façon où tu n'auras pas ces craintes-là. Normalement, ils vont faire un saucissoir, mais normalement, ils font attention à ça au niveau marketing. Vu que là, il y a beaucoup plus de boîtes qui vont pouvoir le faire, tu vas peut-être commencer à pouvoir un petit peu t'inquiéter dès que quelqu'un te parle avec une paire de lunettes, etc. Parce que tu sais pas trop ce qu'il y a derrière, tu vois. Tu sais qu'il peut y avoir une caméra, tu sais qu'il peut y avoir ci, il peut y avoir ça. Donc, et vu que les produits vont commencer à être grand public, ça va se démocratiser. Après, je pense sincèrement que le fait qu'on a encore du temps de marge avant que les produits vraiment en mode lunettes connectés avec des écrans et tout dans les verres arrivent, j'espère, je pense 2 ans, c'est relou, mais bon, c'est comme ça. Ça fait que du coup, il y a le temps pour que Meta, ils aient vendu leurs 10 millions d'unités l'année prochaine. Donc, ça va monter dans les news, les gens vont de plus en plus en parler. Il va y avoir des sujets, c'est sûr. Hein. Va y avoir des démystifications. Donc, on risque d'avoir une année un petit peu turbulente, je pense là-dessus, mais non plus, tu vois, l'année dernière, déjà, hein, sur les Meta Ray-Ban, il y a des jeunes du MIT qui ont fait des vidéos, ils les ont hackés, et ils utilisaient les caméras en live pour pouvoir reconnaître les gens dans la rue. Et en fait, ce contenu-là, il est arrivé que sur le feed des technophiles. Donc en fait, les gens ne sont pas fait « Oh mon Dieu, horrible !» Sauf que quand ce contenu-là va arriver à l'oreille de gens qui n'y connaissent rien, ça va pas être la même réaction. Et tu peux très bien voir des news, des trucs en télé et tout, qui prennent la parole là-dessus. Ouais, donc ça t'analyse en temps réel, tu peux pas savoir. Voilà. On verra bien comment ça va se passer. Risque d'y avoir ça, mais après, avec les années qui vont passer, ça risque de passer, quoi. Ça va le faire, je pense. Ok, bon, on va regarder, on suivra ça. Comme tu le disais d'ailleurs, peut-être le sujet aussi, puisque bon, on voit, il y a beaucoup d'outils, peut-être aussi avec l'IA, qui permettent à beaucoup de personnes, avec un peu de no-code, low-code, nouvelle génération avec l'IA, hein, qui peut aller vite, pas mal de personnes d'inventer des choses. Alors moi, je me dis que c'est toujours une aubaine pour la créativité. Ça ouvre le champ à plus de personnes qui peuvent proposer des choses. Et tu vois, l'image que je prends tout de suite, c'est YouTube. Ça a été une aubaine pour la créativité, alors qu'avant, il y avait des télés. C'était compliqué d'émerger. Puis finalement, ça a ouvert la possibilité à énormément de gens de pouvoir proposer des choses. Après, aubaine pour la créativité, mais ça veut dire explosion du contenu, aussi peut-être un peu bas de gamme. Parce qu'il y a aussi des gens qui tentent leur chance, mais qui n'ont pas super niveau. Donc c'est peut-être aussi un peu le risque. Hein. Ça peut être un espèce de chaos numérique où il y en aura tellement partout. Tu crois qu'Apple qui est plutôt dans une logique qualitative, a mis ses normes pour justement éviter que ça soit la foire à tout et n'avoir que des applicatifs. Alors on le cherche, la Killer App, hein, on la cherche, mais des applicatifs de qualité. Sans aucun doute, tu vois, moi j'ai développé un petit peu sur le Vision Pro, j'ai développé par une IA parce que je sais pas coder, donc c'est une IA qui codait pour moi.
j'ai fait 2-3 apps vraiment en mode POC. Tu vois bien en fait les normes Apple, tu dois utiliser leur design à eux en fait. Là, tu peux pas t'amuser à faire un truc complètement différent, comme si tu développais une app mobile. Tu dois vraiment utiliser leurs éléments de design. Ça doit respecter des règles très précises. Sinon, déjà, je pense sincèrement que tu peux ne pas te faire accepter sur l'App Store. Et surtout, au pire, tu vas être accepté, mais tu vas être mis dans le fin fond de l'App Store. Il n'y a pas beaucoup d'apps, mais il y en a assez pour qu'on ne te voit pas, tu vois. Donc, il y a des règles super strictes. C'est pour mettre les bases et tu feras pas n'importe quoi. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui vont s'y tester. Mais si ton app déjà, elle fait pas grand-chose, bon, voilà. Surtout avant que tu sois accepté. Parce que là, ils mettent que du bon, tu vois. Ils mettent que du bon. Ce qui fait qu'au final, t'as pas tant d'apps que ça, mais elles sont cool, tu vois. Et encore une fois, bon, t'as pas besoin d'avoir une killer app dans ce genre de produit. C'est le produit qui est incroyable. Et il faut faire des apps, il faut que ça tourne, etc. Mais de toute façon, le vrai usage du Vision Pro, c'est de pouvoir regarder du contenu dedans. Coup de travailler. Et ça le fait très bien. Ce truc qui manque, il n'y a pas Netflix, etc. encore dedans, parce que je pense que certains doivent avoir des partenariats à droite à gauche, mais voilà, quoi. Il y a Prime quand même dedans, non? Il y a Disney+, il y a Disney+, aussi. Alors, il y a Disney+, ça c'est le partenaire premium Apple. Donc, c'est ceux qui sont les meilleurs copains, quoi. Et il y a Prime, mais Prime, c'est pas une application faite pour, c'est l'application iPad qui est dispo. Alors c'est intéressant, mais du coup, ça te casse un petit peu l'usage. En fait, dans le Vision Pro, quand tu regardes une vidéo, tu peux la jouer d'une façon où ça te fait une espèce d'énorme écran de cinéma en face de chez toi. Genre dans ton salon, d'un seul coup, tout devient... tu te retrouves dans un environnement et tu as un écran de télé, mais qui est incroyable. Et le problème, c'est qu'en fait, quand c'était sur des applications iPad, le Vision OS, il n'arrive pas à récupérer la vidéo et la mettre de cette façon-là. Donc en fait, tu regardes une vidéo vraiment dans un bloc, comme si tu avais un iPad devant toi, mais que tu peux le mettre où tu veux. Ça te casse un peu le truc. Et Google, t'as aucune app Google, bien sûr. Alors, vu qu'ils sortent leur casque, c'était logique. Ouais, ok. Bon, ça sera à suivre. Allez, peut-être que c'est la dernière partie de cet épisode du podcast. Ouais, bah oui, on a fait un épisode sur la XR, donc c'est pas un épisode sur l'IA, donc peut-être qu'on aura moins d'écoute. Alors c'est le moment où vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez partager cet épisode du podcast autour de vous. Et oui, si vous êtes arrivé jusque-là, profitez-en, ça serait vachement sympa. Non, dernière question. On se projette. Allez. 5, 6, 10 ans, toujours compliqué. On va faire Monsieur et Madame Irma. On va essayer d'avoir la boule de cristal. D'après toi, à quoi pourrait ressembler notre quotidien si la XR s'impose vraiment? Tu imagines ça comment, une journée avec de la XR dans 10 ans? Dans 10 ans, bah écoute, t'as plus de téléphone dans ta poche. T'as qu'une paire de lunettes. Voilà. Pour moi, c'est ça. Dans 5 ans, t'as encore ton téléphone, parce qu'il te permet d'avoir la puissance dans la paire de lunettes. Dans 10 ans, je pense pas. Peut-être qu'on parle encore en quelques années de supérieur, mais ça va être ça. Et puis en vrai, réfléchissez-y. Vous avez plus votre téléphone, vous avez tout devant vos yeux. Cool, quoi. Donc toi, tu dis, je pense à peu près la même chose, des écrans invisibles, des expériences ultra personnalisées et avec une fusion totale entre le réel et le virtuel. Et surtout, tu l'as dit, le mot expérience. Mais bon de Dieu, avec la XR, c'est super important à dire, mais maintenant, on va vraiment avoir besoin de vivre des expériences. Faire des applications pour rendre du service, il n'y aura pas trop d'utilité entre l'IA et tout ça. Donc là, vraiment, quand tu auras une app, tu vas ouvrir une app, ça sera pour avoir une expérience. Donc on va vraiment être sur le côté comment je peux, moi, business, faire vivre une expérience à mes clients, les voyageurs, je ne sais quoi. Et ça, c'est super important. C'est le mot expérience. Dans 5 à 10 ans, c'est le mot qu'on va tout le temps penser quand on fait du numérique. Quelle expérience je fais vivre? Pas quel service j'offre, c'est quelle expérience je donne. Tout va se jouer là. Justement, alors, toi tu es entrepreneur, tu pousses plein de choses, tu entreprends, tu es intrapreneur et entrepreneur à la fois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, un jeune qui se dit, tiens, j'aimerais lancer une nouvelle expérience ou un nouveau business? Tu lui dirais de faire quoi? De se concentrer sur quoi? Et d'aller craquer quoi? Waouh, beau sujet. Aujourd'hui, maintenant, je dirais déjà, essayer de remettre ta dopamine à zéro. C'est-à-dire que essaye de faire en sorte de moins scroller, etc. Parce qu'en fait, réellement, c'est ce qui t'empêchera d'aller tester des choses. Et après, parce qu'en fait, aujourd'hui, là, il n'y a plus grand-chose qui n'est pas faisable. Enfin, je veux dire, tu peux faire du design. On va parler web quand même, parce que c'est notre sujet numérique. Faire des stratégies de marque, etc. Tu as eu ChatGPT, créer des designs pour une application, tu as du Figma, qui est un outil de prise en main super simple. Et maintenant, le code, tu as des IA qui codent pour toi. Dire maintenant, tu as juste à comprendre la logique autour. Et si tu le fais aujourd'hui, elle était ultra vendable dans les années à venir. Par contre, si tu ne le fais pas aujourd'hui, ça va être plus dur pendant les entretiens d'embauche d'ici 2 ou 3 ans. Mais aujourd'hui, tu te réveilles un petit peu, tu arrives à faire ça. Tu essaies de créer des choses. Déjà, tu vas avoir une dopamine de fou quand tu arrives à faire un truc qui fonctionne. Bon, par contre, quand ça crache, tu vas être plus saoulé. Ça m'est arrivé encore cette semaine et je ne pouvais plus. Mais là, aujourd'hui, tu peux créer de ouf, quoi. Tu peux tout créer. Et c'est même pour ça que moi, je disais un truc, donc ça peut parler des jeunes aujourd'hui, mais ça va être un peu pour tout le monde.
En entreprise, je dis aux gens, avant, on a créé des citizen développeurs. C'est-à-dire que tu transformes des collaborateurs en développeurs. Tu peux dire aussi que tu es étudiant développeur, tu vois. Tu veux décider de vouloir faire en sorte d'essayer de créer des choses. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, moi, je veux qu'on crée des citizen creators. Un petit peu, si demain, tu décides de vouloir créer des applications, créer des expériences en ligne, etc. En entreprise, personnellement, en tant qu'étudiant, il faut créer. Deviens créateur. Arrête d'être consommateur. Créer, 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 créer. Ouais. Arrêtez d'être consommateur, arrêtez de perdre votre temps, arrêtez d'être du côté de ceux qu'on manipule. Prenez les choses en main, vous pouvez, tout est accessible. Mettez-vous à créer. Ouais, reprenez le goût de la création. Ouais, ça y est, aujourd'hui, vous avez accès à plein de Lego. Saisissez de ces Lego pour inventer vos aventures. Vous pouvez le faire. Et comme tu le disais, Alexandre, c'est une autre dopamine. C'est-à-dire que c'est la dopamine du succès, de la réussite, de ce qu'on a réussi à craquer, à inventer. C'est tellement plus satisfaisant que juste être assis à scroller, à avoir une tête un peu bizarre. Je ne sais pas si vous êtes déjà filmé en train de scroller. On a l'impression que vous avez totalement un visage tout à fait mort, sans réelles émotions. Vous perdez du temps. Ouais, arrêtez de perdre du temps. Gagnez du temps pour vous. T'es bien dit. Wake up. Wake up, bro. Allez, on est parti. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connected Mate. C'était sur la XR. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous le savez, c'est sur l'application, votre application de podcast préférée. C'est facile. Connected Mate. Voilà, c'est facile. Et Vous attends, abonnez. PPC, je pense qu'on peut le dire pour ceux qui sont encore là. On a quand même 2-3 épisodes qu'on aimerait bien faire. La géopolitique, la robotique. Il y a des trucs cool, non, qui vont arriver prochainement. Ouais, il y a des trucs cool qui vont arriver. Ouais, c'est bon, c'est promis. On a plein de trucs. Si vous avez des idées d'ailleurs d'épisodes de podcast, n'hésitez pas à vous nous laisser tout ça en commentaire sur la chaîne YouTube Connected Mate. Salut les amis, ciao ciao ciao. Salut Alex. Salut PPC. Connected Mate.
Connected Mate.